Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un internaute, bon, on va dire que c'est un Gaulois, qui me reproche de tout mélanger. Alors c'est vrai que dans mes vidéos, je fais des rapprochements entre des choses qui n'ont apparemment et a priori rien à voir. Est-ce que ça veut dire que ces rapprochements n'ont pas lieu d'être? Pour moi, c'est pas une... Il n'y a pas un rapport de cause à effet. C'est pas parce que a priori ça n'a rien à voir que ça n'a rien à voir. Puisque très souvent, les apparences sont trompeuses. En plus, par rapport aux métaphores, aux rapprochements, ce qui nous donne l'impression que ça n'a rien à voir, c'est tout simplement que le rapprochement n'a pas été fait avant. Si vous aviez entendu 10 fois le rapprochement être fait, il vous paraîtrait tout à fait naturel, logique et plausible. Donc c'est juste une question d'habitude. Moi, je fais des rapprochements inédits. C'est-à-dire que d'autres personnes avant n'avaient pensé à connecter tel sujet avec tel sujet. Moi, je les connecte. Ça ne veut pas dire que c'est absurde. Ça veut dire simplement que ça n'a pas été fait avant et donc ça peut être légèrement déconcertant. Cet internaute me dit aussi que je ne respecte pas les critères méthodologiques qui permettraient de faire ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y aurait des critères méthodologiques à respecter pour rapprocher des choses qui n'ont apparemment rien à voir. Mais le seul vrai critère, c'est est-ce que le résultat est vrai, est-ce qu'il est éclairant, ou est-ce que le résultat est faux, est-ce qu'il crée de la confusion ou de la lumière. C'est ça le vrai critère. Il n'y a pas de route prédéterminée pour trouver la vérité. Elle peut être trouvée de 1001 manières, la vérité. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est pas de quelle manière on l'a trouvé, mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Si on a trouvé la vérité, eh ben c'est valable, même si on est passé par une route, entre guillemets, bizarre pour la trouver. L'essentiel, c'est le résultat. Si on trouve la vérité, super. Si on trouve un mensonge, eh ben, là, effectivement, il y a un problème. Donc, le seul vrai critère méthodologique qui compte, au final, c'est qu'est-ce que je trouve au bout de mes recherches, la vérité ou le mensonge. Question, comment je vais savoir si c'est la vérité ou le mensonge? Ben là, il y a des milliards de paramètres à prendre en compte. Mais pour trouver la vérité, il n'y a pas un chemin bien balisé qui serait toujours le même. On peut trébucher sur la vérité. On peut creuser des années pour trouver la vérité et la trouver. On peut creuser des années pour trouver la vérité et ne pas la trouver, si Dieu ne veut pas qu'on la trouve. On peut être percuté par la vérité de plein fouet alors qu'on marche tranquillement. Il y a 1001 manières de trouver la vérité. Il n'y en a pas une seule. Il n'y a pas une route, une méthodologie, et genre certains gardiens de la vérité qui seraient là et qui diraient « Toi, tu as trouvé la vérité. Toi, tu n'as pas trouvé la vérité. » Non. La vérité peut se trouver à peu près n'importe où. Elle se trouve, il y a des bouts de vérité qui se trouvent chez nos ennemis, il y a des bouts de vérité qui se trouvent même chez les satanistes. Il y a évidemment la vérité principale et primordiale qui se trouve dans les révélations de Dieu, les révélations divines. Mais est-ce que vraiment on peut dire telle personne sait exactement quels sont les critères pour trouver la vérité et peut vous dire si vous êtes en train de la trouver ou non? Non. Même si effectivement un envoyé de Dieu aura certainement plus d'informations sur ce qu'est la vérité que quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas une école de pensée, une philosophie, machin, qui serait un garant de vérité. Donc finalement, les critères méthodologiques, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce qu'on trouve, des vérités ou des mensonges. Ensuite, par rapport au futur, certes, le futur est déjà écrit d'une certaine manière et Dieu le connaît. Cependant, nous, par contre, on n'en a pas la connaissance directe. Et ce que nous imaginons pour le futur va contribuer à le créer. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que nous, les croyants, nous, les Gaulois et les Gauloises, irréductibles et irrésistibles, résistants à la dictature sataniste mondiale, nous libérions notre imagination vers le haut pour qu'elle s'élève, pas pour qu'elle descende, pour imaginer vraiment un monde meilleur, une vie meilleure et la Nouvelle-France. Plus nous imaginons la Nouvelle-France, plus nous créons, renforçons, alimentons l'égrégore de la Nouvelle-France. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand cet égrégore est suffisamment fort, c'est comme si cet être invisible descendait d'une certaine manière dans le réel pour agir. Et si on est suffisamment nombreux à croire suffisamment en détail à ce futur-là, le futur de la Nouvelle-France, nous allons le créer. Pas juste par notre imagination, par des actions. Mais la base de ces actions, la graine de ces actions,
le gland de ces actions, le germe de ces actions, c'est nos rêves. Nos rêves partagés, nos rêves collectifs et nos rêves individuels. Nous devons rêver ensemble de ce que nous voulons. Moi, ce que j'imagine, c'est une France très verte, beaucoup plus verte que maintenant, où on a remis plein de végétation dans les champs, c'est-à-dire il n'y a plus de grands champs étendus sans arbres. On a remorcelé les parcelles de terre de façon à ce que la vie s'y développe, les terres se régénèrent, puisque là elles sont très très appauvries à cause des méthodes de cultivation et des pesticides et de tout ce qu'on déverse sur la terre. Donc là, les terres actuellement, elles sont très appauvries. Pour leur redonner de la vie, on va remettre de la végétation partout. De cette façon-là, non seulement ce sera beaucoup plus joli, mais tout sera bio. Il n'y aura plus d'aliments qui ne sera pas bio. Parce que de toute façon, les règles seront strictes et aucun cultivateur n'aura le droit d'utiliser des trucs dégueulasses dans ces terrains. Ça sera même plus commercialisé. Autant prendre le problème à la racine et empêcher les cultivateurs d'avoir accès aux trucs qui pourraient polluer la terre et donc nous empoisonner à terme, empoisonner le bétail, etc. Donc tout sera redéfini pour que la norme ce soit le bio, et puis pas le bio de maintenant, un bio beaucoup plus rigoureux et complet et précis. Ça c'est un premier point. Et donc, comme je vous disais, ça serait bien de nationaliser tout ce qui a un impact vraiment fort sur la santé, comme l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et tout ce qui est cigarettes. Bon, alcool, je pense que c'est pas nécessaire parce que alcool, il me semble que c'est moins empoisonné. Enfin, l'alcool est du poison, mais je veux dire, ils rajoutent pas dans l'alcool des trucs en plus, alors que dans les cigarettes, si. En plus, dans l'alcool, il y a des petits producteurs, donc je pense pas qu'il faille les nationaliser parce que ça serait eux les priver de boulot. Donc je pensais surtout pour la cigarette, l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Ces trois points-là. Bien sûr, en respectant tout ce qui est petite ferme, enfin tout ce qui est de taille humaine, on le laisse, on nationalise les gros trucs, quoi. Les gros trucs qui du coup ont des lobbies, empoisonnent les gens, etc. Et les petits, on les respecte et au contraire, on les libère des impôts, des contraintes administratives pour qu'ils puissent prospérer tranquillement. La nationalisation, ça serait pour diminuer à terme, c'est-à-dire ça serait pas de nationalisation pour faire beaucoup d'argent, ça serait de nationalisation pour reprendre le contrôle et ensuite pour réduire ce dont il s'agit. Par exemple pour la cigarette, le but ça serait que de moins en moins de gens fument. Et pour ça, on changerait vraiment la composition de cigarette, ça serait plus que du tabac, il n'y aurait rien, aucun additif ajouté. Sur les paquets de cigarettes, on va enlever les images dégueulasses parce que visiblement ça suffit pas à dissuader les gens et c'est quand même assez glauque. Donc ça sera juste des emballages totalement neutres. Et pour aider à cesser de fumer, on fera quelques films ou documentaires. Enfin, il y aura aussi un côté, un travail sur les mentalités. Mais pas d'interdiction. Parce qu'on sait que les interdictions frontales directes, elles ont des effets pervers. C'est ce qui s'est vu aux États-Unis quand il y a eu la prohibition de l'alcool. Ça a créé beaucoup de problèmes. Donc pas d'interdiction directe, mais plein de mesures dissuasives. On change le produit pour le rendre moins addictif, et on fait un travail sur les mentalités pour que les gens aient vraiment conscience des dégâts de la cigarette. Du coup, a priori, ça devrait déjà avoir un bon effet de diminution, quoi. Pareil pour donc tout ce qui est pharmaceutique, toute l'industrie pharmaceutique. On en reprend le contrôle, mais pas pour qu'elle reste comme avant, pour qu'on la diminue. C'est-à-dire qu'on finalement on essaie de diminuer le nombre de médicaments, de faire des campagnes préventives, enfin de sensibiliser les gens aux points les plus importants pour leur santé. Et donc ça passerait par l'éducation, par l'école, le fait que la biologie ce serait axé sur la santé humaine et sur comment renforcer son système immunitaire et protéger sa santé, ça serait axé sur ça en fait, la biologie. Et donc là aussi des documentaires, des films, des trucs pour que les gens prennent conscience des dégâts causés par les entre guillemets médicaments et se responsabilisent par rapport à tout ça. Donc bien sûr il n'y aurait plus de publicité pour les médicaments et tout serait vraiment, on chercherait à réduire. Là le but ce serait
de passer d'une grosse industrie pharmaceutique à une petite industrie pharmaceutique. Il en resterait une parce que c'est quand même utile dans certaines circonstances, etc. Donc on ne le supprimerait pas complètement, mais on en changerait, vraiment on le réduirait au maximum. Pour l'industrie agroalimentaire, pareil, on la réduirait pour qu'il y ait plus, pour que ce soit plus les agriculteurs indépendants qui produisent. Donc ça serait là aussi pour libérer les gens et leur redonner du pouvoir. Voilà. Il y aurait plein de choses à réfléchir sur tout ça. Il y a un truc, moi, qui m'avait marqué quand j'ai fait des recherches pour mon livre Mental Pax. J'ai découvert, entre autres informations, qu'il y a un médecin, je crois qu'il s'appelait Robinet, dans les années 30, qui a découvert le rôle préventif du magnésium contre le suicide en comparant des cartes de France. Donc il avait comparé une carte géologique qui montrait les emplacements où le sol était riche en magnésium avec une carte qui montrait la répartition des suicides en France. Et comme il a vu que c'était inversé, c'est-à-dire que dans les régions de France où le sol était pauvre en magnésium, il y avait beaucoup plus de suicides, il a compris et découvert, et ça a été confirmé par la suite, que le magnésium était nécessaire dans la régulation de l'humeur et avait un rôle préventif par rapport à la tentation du suicide. Donc, plus on prend du magnésium, plus on est serein face aux difficultés de la vie et donc moins on risque de se suicider. Et ça, c'est un truc qui m'a fait tilt et je me suis dit ça serait vraiment important le jour où on est au pouvoir d'étudier comme ça les cartes de France pour voir la répartition de la mortalité et de comparer pour trouver des causes en fait. Pourquoi les gens meurent? C'est quoi les vraies causes? Donc là, par exemple, par rapport au suicide, il y a vraiment un rapport avec le magnésium, d'où l'importance de reminéraliser les sols en magnésium. Et c'est tout à fait faisable, hein. C'est des mesures à prendre. Enfin, c'est faisable si on est au pouvoir, bien sûr. Hein. Donc, pour essayer de comprendre vraiment les causes des suicides, des mortalités, des morts précoces, etc., ou des crimes, ou des meurtres, etc., il faudrait, comme ça, chercher, grâce à plusieurs cartes qu'on confronte, les recoupements, quoi. Ce qui nous permettrait de découvrir les rapports de cause à effet. C'est un truc qui se fait parfois par les géographes très intelligents, qui sont à la recherche de causes. Ils font ça. Il y en avait un, j'avais lu un bouquin de lui, il avait comme ça, y compris d'où venait la cause d'une maladie contagieuse dans tel village, en confrontant des cartes. Ça lui avait permis de comprendre. Bon, c'était une histoire de moustiques au bord de l'eau, etc. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.